Il est 22h15. Merci d'être avec nous en direct sur France 3 Centre Val-de-Loire pour cette grande soirée électorale spéciale élection départementale et régionale 2021. Une soirée à vivre sur notre antenne, mais aussi sur notre site internet via le QR code qui va s'afficher dans quelques instants sur votre écran. Je vous rappelle que vous pouvez aussi commenter, réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag élection au pluriel CVDL. Et puis cette information, la seule à retenir, l'une des seules à retenir ce soir, effectivement, les scores quasi définitifs du scrutin régional. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle ces chiffres. François Bonneau qui arrive très largement en tête de l'élection régionale, 38,6%, suivi loin derrière de Nicolas Forissier, 22,9%, Alexandre Nikolic, 22,4%, et en quatrième position, Marc Fesneau, 16,1%. Benoît. Oui, et avec nous sur ce plateau pour cette troisième et dernière partie, Caroline Janvier, députée La République En Marche de la 2e circonscription du Loiret. Bonsoir. Bonsoir. Alexandre Avril, maire LR, les Républicains de Salbris dans le Loir-et-Cher. Bonsoir. Bonsoir. Et puis toujours Pierre Alaurent, politologue et doyen de la faculté de droit d'Orléans. Une réaction déjà sur ces résultats. Caroline Janvier, Marc Fesneau termine quatrième. C'est une déception. On le sait, il n'y a pas eu d'accord avec Nicolas Forissier. C'est dur ce soir pour le parti du président Emmanuel Macron. Alors évidemment, c'est une déception en région centre, parce que Marc Fesneau faisait partie des espoirs de la majorité. Donc on ne va pas dire le contraire. C'est une déception dans les autres régions également. Mais c'est aussi, je pense, une déception pour l'ensemble de la classe politique. On parle beaucoup de l'abstention, mais je crois que c'est un défi politique très puissant et qu'il va falloir nous regarder en face parce que les causes sont assez profondes à mon avis. Vous regrettez qu'il n'y ait pas eu d'accord avec Nicolas Forissier ? Non, je crois qu'il y avait un enjeu de clarté dans ce scrutin. Je crois que la majorité a porté les couleurs de façon tout à fait sincère vis-à-vis des électeurs. Il y a eu un choix qui a été fait. Il y a eu, comme dans l'ensemble des régions françaises, une prime au sortant. Et donc, ça n'a pas permis l'élection de Marc Fesneau. Mais il y a quand même un ancrage territorial qui se construit. Vous êtes sincère là quand vous dites ça ? Oui, tout à fait. Il va y avoir des conseillers régionaux qui vont siéger à la région Centre-Val de Loire. Et je suis sincère quand je vous dis que c'est un échec et que nous sommes déçus. Je ne dis pas l'inverse. Alexandre Avril, maire Les Républicains de Salbris. Le score de Nicolas Forissier, finalement, il arrive deuxième, alors qu'il y a quelques mois, quelques semaines, il était donné pour être à la place au pied du podium, quatrième. Permettez-moi de vous contredire, parce que sur les derniers sondages, les pronostics étaient plutôt bien plus mauvais. Et au contraire, Nicolas Forissier a prouvé sa capacité à créer une dynamique, à repasser deuxième, ce qui était tout à fait inattendu. Donc moi, je salue d'abord la dynamique qu'il a su forger. On a repris 4 points pour être deuxième, pour être la première alternative, la première opposition à la nouvelle majorité de François Bonneau sur le mandat qui vient. Et je pense que ça, c'est une très belle réussite. Et justement, Nicolas Forissier est en direct ce soir sur France 3 Centre Val-de-Loire. Il est avec Franck Leroy à l'hôtel de région. Effectivement, Rebecca, bonsoir. Nicolas Forissier. Bonsoir. Vous êtes donc en deuxième position ce soir, à 16 points, je crois, derrière François Bonneau. Votre première réaction, vous êtes déçu ? Non, je pense qu'on a fait la campagne qu'on devait faire, c'est-à-dire une campagne de clarté, de vérité. On a tenu nos engagements. J'avais toujours dit qu'on ne pouvait pas être dans une logique de fusion, parce qu'il faut de la clarté dans la vie politique. Aujourd'hui, nos concitoyens, ils attendent ça. Nous avons une très forte dynamique avant le premier tour qui nous a mis en troisième position. Et ce soir, nous sommes en deuxième position. La dynamique a été poursuivie. Et je ferai remarquer que si on accepte la liste de François Bonneau, qui en fait cumule les scores de sa liste et de la liste des Verts et de la France Insoumise au premier tour, il y a une progression un peu plus importante que ce cumul-là, mais qui est due aussi à ce on appelle la prime au sortant. Tous les présidents sortants de France aujourd'hui sont réélus, mais nous faisons une progression sans apport particulier, qui est la plus forte. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique, que notre famille politique s'est réinstallée. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'elle a tenu un langage de clarté, ferme sur ses convictions, sans tripatouillage de lendemain de second tour. Et encore une fois, je le dis, avec toute la vérité possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de main tendue, contrairement à ce que j'ai entendu sur vos plateaux ce soir.
il n'y a pas eu de main tendue. Et comme l'a très bien dit Caroline Janvier à l'instant, en fait, En Marche, ça m'a été confirmé indirectement par le Premier ministre lui-même, En Marche a décidé de se présenter dans toutes les régions. Et je peux comprendre, c'est son choix. Donc il ne faut pas qu'on nous envoie ça à la figure en disant il y a une petite responsabilité qu'on voudrait faire porter à Nicolas Forissier. Donc ils font leur choix, nous avons fait le choix d'être dans la clarté et nous progressons beaucoup. Et nous sommes devant le Front National, le Rassemblement National, je suis encore un peu à l'ancienne, ce qui en soi est aussi une victoire. Le meilleur barrage contre la tentation d'aller au Rassemblement National, de laisser aller sa colère ou sa désespérance dans ce vote-là qui, au fond, n'a pas de suite concrètement dans la gestion d'une région, eh bien, le seul barrage, c'est nous qui le faisons. Et ça aussi, c'est une satisfaction ce soir. On a fait le boulot. Je pense qu'on a vraiment fait une campagne très forte. Et je veux remercier évidemment tous les électeurs qui nous ont fait confiance et aussi toutes les équipes, les colistiers, toutes celles et ceux qui se sont mobilisés, notamment dans ces derniers jours, ces dernières semaines, pour arriver, au fond, à de bons résultats par rapport à ce qu'on nous promettait. Que ces deux scrutins apportent en enseignement sur l'état de santé des Républicains? On voit bien ce soir que les Républicains, avec leurs alliés UDI et centristes, c'est la première force politique en France. Tous vos confrères au niveau national comme au niveau régional d'ailleurs le soulignent. Et on voit bien la dynamique que nous avons, nous, dans la région Centre-Val de Loire, elle va dans le même sens. Encore une fois, alors qu'on nous promettait d'être vraiment relégués loin derrière. Donc, d'une certaine façon, ça augure bien pour la suite. Il faut simplement qu'on tranche sur le candidat que nous aurons au présidentiel. Mais à court terme, moi, ce qui m'intéresse, c'est la région. Je veux dire ici qu'on aura un groupe qui sera à la fois constructif, parce que ce qui compte, c'est l'intérêt général de nos concitoyens et de nos territoires régionaux, mais vigilant aussi, parce que je suis juste un peu inquiet sur les alliances contre nature que M. Bonneau a passées avec l'extrême gauche pour pouvoir se maintenir. Et donc nous serons constructifs, vigilants et au besoin combatifs. Merci beaucoup Nicolas Forissier. Voilà Rebecca, Benoît, c'est à vous. Merci beaucoup Franck. On va faire une parenthèse dans ces réactions sur le scrutin régional. On va parler des élections départementales car les enjeux sont aussi importants dans nos 6 départements. On part en Eure-et-Loire pour retrouver Élise Roire qui suit ce qu'il se déroule sur place pour nous. Élise, vous avez des résultats pour le département eurélien. J'ai plus de N-1 et j'ai plus de son. Élise Roire ne nous entend pas pour l'instant. Oui. On reviendra vers elle dans quelques instants, Benoît. Nicolas Forissier évoquait une campagne de clarté envers les concitoyens. Ils attendent cela aujourd'hui, le tripatouillage politique. Ils en veulent plus, les citoyens. Vous allez confirmer, évidemment. Oui, clairement. Surtout avec l'abstention massive là, qui s'est manifestée. Vous savez, moi, j'appartiens à une nouvelle génération politique qui ne comprend pas ces magouilles, ces bidouillages. Pourtant, en Sologne, il y en a quelques-unes des magouilles politiques. Sans doute, mais il n'y en a pas eu au régional. Et ça, vous l'avez constaté. Parce que Nicolas Forissier a toujours porté, depuis le début de cette campagne, un message de clarté, de loyauté et de confiance vis-à-vis de ses électeurs. Et je suis persuadé que ça a été le sel de la dynamique qui lui a permis d'arriver deuxième, d'être le premier groupe d'opposition à François Bonneau et à sa majorité. J'en profite. Votre réaction à la victoire très courte de Guillaume Pelletier, mais il poursuit son ancrage local sur le canton de Chambord face à Gilles Clément. Ce canton était à gauche depuis 1979. Votre réaction? Oui, une quarantaine d'années que ce canton était à gauche. Guillaume Pelletier a fait une campagne de terrain, une campagne de proximité. Il est allé au porte-à-porte à la rencontre de ses administrés, puisque je vous rappelle qu'il est député de la 2e circonscription de Loir-et-Cher. Et il a su montrer par là son ancrage et son enracinement au sein de cette circonscription qui est essentielle pour nous, puisqu'il s'agit de la plus grande et la plus peuplée circonscription de Loir-et-Cher. Mais ça va être compliqué au département avec l'union de la droite modérée, droite un peu plus axée un peu plus à droite. Oui, c'est possible. Il y a des tensions, ça va être compliqué. Là. Les résultats de ce soir vont nous permettre de voir l'équilibre des forces qui va permettre de désigner le nouvel exécutif départemental. Est-ce que ça va être Philippe Coué qui avait été adoubé dans le Vendômois par Nicolas Perruchot? Je l'espère en tout cas. Vous l'espérez. Caroline Ditt nous a rejoint car les résultats tombent au fur et à mesure de cette soirée, les résultats notamment dans les cantons pour les élections départementales. Vous avez quelques chiffres définitifs sur l'Indre-et-Loire, me semble-t-il. Oui, effectivement. On part en Indre-et-Loire dans le canton de Saint-Pierre-des-Corps, un canton qui était très scruté. Et pour cause, le président du conseil départemental sortant, Jean-Gérard Pommier, elle se présentait en binôme avec Héloïse Drapeau. Et vous le voyez, ce binôme est élu à 56,8%.
10%. Face à eux, le binôme Hicham Kabish et Elisabeth Moga pour Divers Gauche qui récolte 43,2%. On reste en Indre-et-Loire et on va partir dans le canton de Sainte-Maure de Touraine où ce sont les conseillers départementaux sortants Nadège Arnaud et Étienne Martegout, le maire de Richelieu, qui sont réélus confortablement à 75,5%. Et face à eux, il y avait le binôme de Sophie Hervé et Stéphane Sourdet qui récoltent quant à eux 24,5%. Et puis, troisième résultat, dans le canton de Chinon, c'est la sortante Isabelle Raymond-Pavero et son nouveau binôme Franck Chartier qui l'emporte à 60,9%. Face à eux, il y avait le binôme constitué de Louise Gachot et de Maxime Nizou qui récolte 39,1%. Ouais. Isabelle Raymond-Pavero, la sénatrice d'Indre-et-Loire. Juste, il faut donner un résultat, vous ne l'avez sans doute pas en palette, mais il était très attendu sur Tours. L'ex-président de la métropole, Wilfried Schwartz, est battu à Ballon-Miré, 48,37% au détriment de Sébastien Clément, Marie Pénoche. On connaît l'affaire qui a éclaté en début de semaine en Touraine. Il a giflé son directeur de cabinet. C'était un endroit clos, donc ce sera parole contre parole. Mais il a démissionné de la présidence de la métropole. Il avait voulu maintenir sa candidature au départemental. Il a été ce soir sanctionné par les électeurs. Il était largement en tête après le premier tour. Wilfried Schwartz battu donc ce soir en Indre-et-Loire. Allez, on va retourner du côté de Chartres car la liaison est rétablie avec Élise Roy. Élise, vous avez des résultats, des tendances pour le département eurélien ? Oui, voilà, tous les résultats sont à présent tombés. l'Eure-et-Loire reste à droite. Le département était pratiquement imperdable. C'est le fameux bleu de Chartres. Le bleu de Chartres très fêté au théâtre il y a encore quelques minutes. Ici, c'est le QG de l'équipe Thérouinard, le président sortant qui a été réélu ce soir à 70% des voix à Brou. Quelques frayeurs cependant pour la majorité, par exemple à Chartres-Dreux où Elisabeth Froment l'emporte face à la gauche à 53% des voix. Plus serré encore, Chartres 1 où l'écologiste Gérard Leray ne s'incline que de 97 voix face à Karine d'Orange. Seul bémol pour la majorité au final, Dreux 2, où c'est une proche du député Marlex, c'est-à-dire opposée à la majorité qui l'emporte. Enfin, le RN est largement battu dans les villages vauvéens, à Dreux 1, à Épernon, à Lucé, à Saint-Lubin-des-Joncherets, où le candidat à Saint-Lubin est un certain Alexandre Nikolic. Il recueille 31% des voix. Merci beaucoup, Élise Roy. Le département d'Eure-et-Loire qui, sans surprise, reste à droite. Donc, on va partir maintenant dans le département du Cher. Dans le Berry, on va retrouver Jacques Fleury, candidat de la droite et du centre sur le 4e canton de Bourges. Bonsoir Jacques Fleury. Vous l'emportez sur ce canton avec 58,7% des voix. Votre réaction ce soir, vous êtes satisfait ? Écoutez, oui, très satisfait parce que les votants nous ont réexprimé leur confiance. Déjà, on avait eu un très beau score au premier tour avec mon binôme Véronique Fénol. Et là, on finit dans de très bonnes conditions, ce qui engage pour l'avenir. Le Rassemblement national rescapé dans 4 cantons au deuxième tour ne rassemble-t-il pas de représentants au Conseil départemental ? Comment vous réagissez à cela ? Il y a eu beaucoup d'électeurs quand même pour le Rassemblement national. Oui, bien sûr, mais on avait, lors du début de ces élections, on avait eu peur que le Front National, le RN, fasse un très beau score dans ce département, puisque on connaît les candidats qui sont implantés depuis plusieurs années. Ça n'a pas été le cas, puisque tous nos binômes de la droite et du centre, les indépendants, les sans étiquette, ont réagi et ont fait un très très beau score, même dès le premier tour. Alors, on vous avait eu la semaine dernière, je vous avais posé la question de savoir si vous étiez le candidat naturel pour la présidence. Je vous repose la question ce soir. Êtes-vous le candidat naturel pour la présidence du département et pour succéder à Michel Tissier ? Alors écoutez, tout va se jouer demain soir, puisque maintenant nous avons la nouvelle composition de la nouvelle majorité départementale. Tous les élus seront réunis demain soir pour une réunion de travail. Et chacun, en son âme et conscience, déterminera qui sera celle ou celui qui dirigera ce département pendant les 6 prochaines années. Merci beaucoup Jacques Fleury d'avoir réagi
dans cette grande soirée électorale que vous vivez sur France 3 Centre Val-de-Loire. Merci Jacques Fleury. Alors je vous propose de revenir sur l'autre grand enseignement de cette élection. On en a beaucoup parlé en début d'émission, le score historique de l'abstention. Peut-être qu'on va revoir justement ce chiffre en infographie. Ce chiffre, cette estimation de notre partenaire Ipsos Sopra Steria, 66,6% d'abstention en Centre Val-de-Loire. C'est effectivement faramineux. Caroline Janvier, il y a plusieurs raisons effectivement à cette abstention. Est-ce que l'une des raisons, peut-être, est-ce que c'était une bonne idée, une mauvaise idée de mélanger à la fois un scrutin départemental et un scrutin régional? Est-ce que ça n'a pas brouillé aussi les idées des électeurs? Je crois que dans tous les cas, cet échelon-là et donc ces élections-là sont mal aimés des Français dans les raisons qu'ils ont données au niveau d'abstention du premier tour. Ils disaient notamment qu'ils avaient le sentiment que voter ne changerait pas leur quotidien. Et je crois que quand on compare à d'autres pays européens avec notamment des compétences beaucoup plus élargies aux régions, eh bien on voit bien que vivre dans le Pays basque espagnol ne donne pas le même quotidien que quand on vit en Andorre ou dans d'autres régions. Et en France, je crois que les Français ne mesurent pas les différences qu'il peut y avoir entre une région et une autre, entre une famille politique qui dirige une région et un autre président. Donc c'est une vraie difficulté. Je crois qu'il va falloir que nous y apportions des réponses, parce que c'est comme ça que j'explique pour partie cette indifférence, car c'est une forme d'indifférence des Français pour ces élections-là. On a beaucoup parlé de la place des femmes dans ces élections en Centre Val-de-Loire, ou plutôt de l'absence de visibilité des femmes. Est-ce que vous croyez que le manque de parité puisse également interroger les électeurs sur la représentativité, donner le sentiment d'une politique quelque part de l'ancien monde, et donc favoriser la défiance des citoyens et quelque part l'abstention? Je ne sais pas, on a quand même eu une prime au sortant très forte pendant c'est quelque part le retour du vieux monde qu'on avait beaucoup décrié. Cela étant, je crois qu'en effet, il y a un problème de représentativité, il y a un problème pas pour les départementales, il y a un binôme homme-femme depuis la loi NOTRe. Un binôme homme-femme, pourtant ce ne sont que des hommes qu'on voit défiler sur les plateaux télé dans les débats. C'est une réalité. De manière générale, je crois que la classe politique ne ressemble pas suffisamment aux Français. Donc il y a un problème de parité, il y a un problème d'âge, il y a un problème d'origine aussi ethnique, il y a très clairement un problème de représentativité dans la classe politique par rapport aux Français, ça c'est sûr. Caroline Dide, vous avez des résultats pour les élections départementales? Alors non, pour les résultats régionaux, pour le scrutin des régionales dans les départements. Je vais tout vous expliquer. On va partir dans le département du Cher, où là on voit que c'est très clairement la liste de François Bonneau qui l'emporte à 39,9%. Et en deuxième position, c'est la liste de Nicolas Forissier qui arrive à 24%. On poursuit ce petit tour des régionales dans nos départements. On va partir dans l'Indre. C'est encore François Bonneau qui est plébiscité à 36,5%. En deuxième position, on retrouve encore une fois la liste de Nicolas Forissier à 33,6%. On part en Loire-et-Cher pour ce scrutin des régionales. C'est encore François Bonneau qui arrive en première position avec sa liste à 35,5%. Deuxième candidat, c'est Marc Fesneau avec sa liste Modem LREM qui récolte 22,9% dans ce département. Et puis dernier résultat pour ce scrutin des régionales dans le département d'Eure-et-Loire. Avant-dernier résultat, c'est la liste de François Bonneau qui arrive à 33,2% et la liste d'Alexander Nikolic pour le Rassemblement national qui arrive en deuxième position avec 26,7%. Enfin, on va aller dans le Loiret, toujours pour ce scrutin des élections régionales. Et là, c'est la liste de François Bonneau qui arrive en première position à 41,4% et la liste d'Alexander Nikolic en deuxième position avec 23,3% des suffrages. Effectivement, de très bons scores de François Bonneau dans de nombreux départements de la région. On va justement réécouter François Bonneau qui s'exprimait sur France 3 Centre Val-de-Loire tout à l'heure. Écoutez. Ce soir, le score qui est obtenu par la liste de fusion, il est supérieur à celui qui a été obtenu par la somme des deux listes, le Nouveau Souffle et Plus Fort Ensemble. Ce soir, nous avons très clairement et très nettement la validation d'une dynamique, la validation d'une dynamique d'union qui considère que lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale que nous aimons, à chaque fois que nous savons nous dépasser, à chaque fois que nous savons mettre de la volonté, mettre du désir, mettre de l'espoir,
à chaque fois que nous savons faire cela, alors nous trouvons celles et ceux qui croient que nous pouvons converger, par-delà nos différences, converger pour relever les défis. On vient d'entendre à nouveau François Bonneau, le nouveau président de la région Centre-Val de Loire. Alexandre Avril, il disait « Nous avons la validation d'une dynamique d'union ». Est-ce qu'on peut en douter ? Oui, clairement, parce que moi, je voudrais saluer ce soir la victoire de François Bonneau. Il a gagné ce soir la bataille de la région. Mais il va devoir livrer tous les jours et pendant 7 ans de nombreuses batailles au sein de sa majorité pour ne pas se laisser dominer par les Verts, par la France Insoumise, par le Parti communiste français, avec lequel il a dû faire alliance pour maintenir son siège de président et son exécutif. Donc là-dedans, il va falloir que la droite, qui est arrivée deuxième à ce scrutin, fonde un groupe solide d'opposition. La République En Marche ? Éventuellement. Je pense qu'on va devoir L'accord qu'on n'a pas trouvé entre les deux tours, on peut le trouver dans l'hémicycle à partir de vendredi prochain ? Je pense qu'il faudra un accord de volonté de toute l'opposition de manière à sauver François Bonneau de la majorité qui est la sienne aujourd'hui, qui est une majorité qui va le tenir, qui va l'empêcher. On l'a vu sur la fin de ce dernier mandat, à quel point il était tiraillé sur la question des aides économiques, sur les questions agricoles. Il va devoir arbitrer. Va être entre le marteau et l'enclume. Ça va être très difficile pour lui. Je crains que ce soit un mandat, en plus qui va être particulièrement long, vous le savez, jusqu'en 2028, dans lequel sa majorité sera tiraillée. Et en face de cela, il faudra que notre groupe d'opposition soit une force de vigilance, une force constructive qui permettra de sauvegarder les acquis de cette région. Juste un mot de commentaire par rapport aux chiffres départementaux qu'a donné Caroline. Il y a un chiffre qui est quand même étonnant, c'est celui du Loiret. Déjà au premier tour, on avait constaté que le meilleur score de François Bonneau, habituellement c'était plutôt l'Indre-et-Loire ou le Cher, c'était le Loiret avec 27%. Et ici, dans ce département, qui, on l'a répété toute la soirée, est un bastion effectivement de la droite, ça se confirme au conseil départemental, 41,4%, très largement. Alors il n'y a pas encore l'Indre-et-Loire, mais le meilleur score départemental, et ça se traduit déjà dans quelques résultats aux élections départementales, en particulier dans la métropole d'Orléans, avec en particulier deux défaites importantes de Béatrice Baruel et Alain Touchard, donc une adjointe au maire d'Orléans et le maire de Semois, face à Mathieu Gallois et Dominique Tripet, Parti communiste français, et puis la défaite aussi à Orléans-Saint-Marceau, donc au sud d'Orléans, de Jean-Paul Imbaud et de Nathalie Carrien pour 8 voix d'écart. Donc il y aura certainement un recours. Oui, c'est traditionnel. En ce type de scrutin, quand il y a un écart aussi serré, moins de 10, moins de 15 voix, on y va. Parce que le juge administratif prend en compte effectivement le doute sur le résultat du scrutin. Et quand il y a 8 voix d'écart, effectivement. Un mot juste sur le résultat de Marc Fesneau dans le Loir-et-Cher. Loin d'être plébiscité, François Bonneau est devant. Tout à fait, alors qu'effectivement, on le sait, le Loir-et-Cher, avec Jacqueline Gouraud, avec Marc Fesneau, c'est un bastion, bien sûr, traditionnel du MoDem. Avec Jacqueline Gouraud notamment. Sur lequel vous constatez une progression de la liste que je conduisais, qui est passée de 15 à presque 20% entre les deux tours. Et j'ai aperçu, je crois, Stéphane Baudu, le député LREM, a été élu sur Blois. On va donner le résultat peut-être, Caroline ? Oui, effectivement, vous me tendez une perche. On va partir à Blois pour un résultat pour ces élections départementales. On part dans le canton de Blois 1, où là, le binôme Benjamin Vettelet-Hanan El Hadraoui arrive très largement en tête avec 68,9%. On va aller maintenant dans le canton de Blois 2, où là, c'est la sortante Marie-Hélène Millet et son binôme Stéphane Baudu, que vous évoquez à l'instant, le député que vous évoquiez à l'instant, Benoît, qui l'emporte avec 56,2% des suffrages. En deuxième position, Isabelle Noiry et Denis Robillard récoltent 43,8%. On continue avec le canton de Blois 3, où là, ce sont les deux conseillers départementaux sortants, Michel Fromet et Geneviève Repincet, avec leur liste d'hiver gauche PS, qui l'emportent à 61,4% devant le binôme d'Alain Duchalet de Corinne Marchand à 38,6%. Merci beaucoup, Caroline. On part à présent dans le Loir-et-Cher, sur le canton de Chambord, pour retrouver Guillaume Pelletier, candidat LR investi par l'Union pour le Loir-et-Cher. Bonsoir, Guillaume Pelletier. On a beaucoup parlé de vous durant cette campagne. Bonsoir. Un front, tout sauf Guillaume Pelletier a même voulu se former contre vous. On vous reproche vos dernières déclarations très à droite de la droite, pour résumer. Alors ce soir, en découvrant vos résultats, vous êtes élu de justesse avec 50,9% des voix. Quel est votre sentiment ? Écoutez, beaucoup de fierté et d'émotion, parce que
Les Loir-et-Chériens, à travers un soutien populaire, ont démontré qu'ils voulaient soutenir ce qui incarne la loyauté et le courage. Vous savez, c'est un canton qui est à gauche depuis 42 ans. J'étais à peine né et nous avons voulu, avec les maires, avec une équipe extraordinaire, avec Joël Debuigne, Virginie Verneret, Evelyne Fouché, avec Patrice Martin-Lalande, Nicolas Perruchot et Maurice Leroy, démontrer que le temps du changement était venu et malgré toutes les choses trappes, affligeantes que vous avez d'ailleurs évoquées, de ceux qui s'enferment dans la pensée unique et le politiquement correct, eh bien les Loir-et-Chériens ont démontré par leur vote qu'ils voulaient une droite fière de ses convictions et forte de ses convictions. Comment ça va se passer la semaine prochaine, Guillaume Pelletier, au sein de la droite, de l'Union de la droite? Ça risque d'être tendu. On sait que vous êtes fâché avec Pascal Biolac, par exemple, le maire de la Motte-Beuvron. D'autres vous critiquent pour vos récentes positions. Dans un département où la droite de tradition est relativement modérée, comment ça va se passer ? Mais vous savez, les caricatures, je laisse à ceux qui les professent et les profèrent. Moi, je suis modéré, mais je considère que pour le terrorisme, il faut lutter de manière acharnée. Et je refuse l'eau tiède. Je refuse une classe politique qui ne dit pas les choses. Pour le Loir-et-Cher, moi, je n'ai pas d'ennemis. Il y a un certain nombre de personnalités, vous en avez cité, qui par aigreur ou trahison ont oublié d'où ils venaient. Nous sommes un département de droite. Nous avons ce soir le premier groupe uni et soudé avec l'Union pour le Loir-et-Cher, avec 14 élus. Et nous allons sereinement, tranquillement, avec chacun de nos élus, réfléchir à ce qui va se passer pour le Loir-et-Cher jeudi prochain, au moment de l'élection du président. Alors certes, vous avez vos propres convictions au sein des Républicains, mais vous avez quand même été rappelé à l'ordre par Christian Jacob, le patron des Républicains. Ça doit être difficile pour vous en ce moment d'arriver à vous maintenir. On a cru que ça serait délicat si vous étiez battu ce soir sur le canton de Chambord, pour votre avenir dans le Loir-et-Cher. Oh, écoutez, ça c'est votre analyse, mais c'est quand même extraordinaire. J'ai été élu maire. J'ai été élu député, je suis ce soir avec toute mon équipe élu conseiller du canton de Chambord, donc je ne vois pas pourquoi vous, journalistes et commentateurs, avec tout le respect que je vous dois, aurez la primauté sur le soutien populaire. Vous savez ce que c'est qu'une démocratie ? Une démocratie, c'est le vote qui décide. C'est le 100 voix d'avance, qui décide. Guillaume Pelletier, oui, il se passe beaucoup de choses. Dans un canton, on a le droit de vous poser des questions. Depuis 42 ans. Dans un canton à gauche depuis 42 ans. Donc, soyons très sereins. Moi, j'ai mes convictions que j'assume et dont je suis fier. Pour reprendre ce que vous évoquiez, oui, j'assume totalement de proposer une juridiction d'exception pour lutter contre le terrorisme, parce qu'il est hors de question d'avoir une classe politique lâche et aveugle sur cette question-là. Et ça ne fait pas de moi un pestiféré, ça fait de moi un homme qui rassemble le peuple français, qui rassemble les Loir-et-Chériens. Nous sommes dans une démarche collective, et c'est avec tous les élus de la droite et du centre, que nous allons continuer à pouvoir coordonner et préparer l'avenir du Loir-et-Cher et de tous nos concitoyens. Merci Guillaume Pelletier. Merci Guillaume Pelletier. On va entendre Alexandre Avril, qui est aussi du Loir-et-Cher, dans quelques instants. Mais d'abord, on va écouter Gilles Clément, le maire de Montpré-Chambord, candidat d'hiver gauche sur le canton de Chambord, qui faisait face à Guillaume Pelletier pour ce second tour et qui est donc battu ce soir. On l'écoute. Ma première réaction, c'est que je me dis que les électeurs m'ont soutenu pour ce deuxième tour, mais pas suffisamment, dans le contexte où, avec la manière dont le candidat Pelletier a fait campagne pour aller chercher les voix qui, au premier tour, se sont portées sur le Rassemblement national, eh bien, voilà, il y a eu très clairement une porosité entre les voix de la droite traditionnelle et les voix du Rassemblement national. Et c'est pour ça que nous perdons 236 voix. Voilà. Alexandre Avril, Guillaume Pelletier a été élu avec les voix du Rassemblement national, c'est ce que vient de dire Gilles Clément. Il a surtout été élu avec les voix des Loir-et-Chériens. Et moi, je salue cette campagne qui a été pour lui particulièrement difficile. Un score qui est très honorable pour un canton qui, on le disait, était depuis 79 à gauche. Ce n'est pas le seul ami dont j'ai eu à saluer la victoire ce soir en Sologne, puisque j'ai eu le plaisir d'annoncer à Pascal Biolac tout à l'heure son score de 79% pour le canton de la Sologne, qui était centralisé à Salbris. Et je tiens à vivement l'en féliciter, puisque c'est un magnifique score pour un maire et un conseiller départemental qui a fait ses preuves depuis
maintenant assez longtemps. Comment ça va se passer au département pour la suite, après le départ de Nicolas Perruchot, qui était une figure de la vie politique locale ? Oui, et Nicolas Perruchot qui avait le mérite de rassembler, à la suite de Maurice Leroy, l'ensemble de la droite et du centre pour le Loir-et-Cher. Moi, j'espère que le Loir-et-Cher va réussir à maintenir ce rassemblement et cette unité. Notre Sologne, en particulier, a besoin de beaucoup d'unité. Donc, je pense que dans les jours à venir vont être ceux de la discussion, du dialogue, pour établir exactement un apaisement qui permettra de trouver un projet et un exécutif efficace. Il ne faut pas trop d'engrillagement en Sologne, même politiquement. Très juste. Merci pour votre humour, Pierre Alaurent, politologue, qui est aussi avec nous en plateau pour nous apporter son analyse de tous ces résultats qui tombent et qui sont en grande partie tombés à cette heure-ci, 22h45. Vous pouvez d'ailleurs nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, toutes les informations, les actualités liées à ces élections, avec le QR code qui va sans doute s'afficher sur votre écran dans quelques instants. Vous pouvez commenter également sur Twitter, notamment avec le hashtag élection au pluriel CVDL. Caroline Janvier est aussi avec nous en plateau. Comment est-ce que vous réagissez à l'élection de Guillaume Pelletier dans le Loir-et-Cher ? J'ai pas tellement de réaction. Il ne fait pas partie de mon camp politique. Je crois que à gauche comme à droite, il y a des tensions et un besoin de clarification. Quand on voit que la présidente la mieux élue, c'est Carole Delga, qui s'est positionnée de façon très claire, notamment vis-à-vis de LFI, de l'extrême gauche, je crois que c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et quant aux questions que Guillaume Pelletier pose à son propre camp, voilà, j'ai envie de dire, chacun a ses difficultés. Chacun ses querelles de clocher. Oui, enfin, ça va plus loin que des querelles de clocher. Je veux dire, ce sont des questions qui sont lourdes de conséquences. Moi, je suis très attachée au Front républicain. Ça vous a choqué, ces propos sur les mesures antiterrorisme ? Oui, moi, alors pour le coup, le positionnement politique de Guillaume Pelletier est très, très éloigné de mon positionnement, en effet. Et voilà. Vous n'êtes pas pour une juridiction d'exception ? Non. Qui serait inconstitutionnel. Anticonstitutionnel, dit Pierre Alaurent. Et je considère qu'il fait partie de ceux qui participent à, quelque part, brouiller les lignes entre, effectivement, les partis républicains, les partis qui s'inscrivent dans une histoire politique et dans une forme de clarté. Et donc, voilà. Mais encore une fois, il ne fait pas partie de ma famille politique. Alexandre Avry, il brouille les pistes, Guillaume Pelletier ? Je ne sais pas, vous savez, c'est surtout le député de notre circonscription de Sologne qui fait un travail au quotidien pour ses administrés. Il a avant tout cette dimension d'enracinement et d'élu populaire qui, je pense, prime sur ces questions de ligne, ces questions d'arbitrage au sein d'un parti national. C'est avant tout ce que le score de ce soir montre. C'est son enracinement, c'est sa proximité avec ses électeurs et c'est ce qui compte le plus. On va retrouver dans quelques instants Xavier Nézet qui suit les coulisses de ce qui se passe au niveau de la capitale régionale, à l'hôtel de région. Dès qu'il sera prêt, on me fera signe en régie. Eh bien, il est prêt, Xavier Nézet est avec nous en direct à l'hôtel de région. Xavier Nézet, que se passe-t-il sur place ? À cette heure-ci, il se passe un peu moins de choses qu'il y a 2 heures, mais on peut dire qu'on a vraiment eu de la chance, nous, de vivre cette soirée ici au Conseil régional, parce que c'était peut-être le seul endroit où on pouvait vraiment la vivre. C'était the place to be, c'était le seul endroit où il y avait un peu d'excitation, le seul endroit où on a vu des sourires, et puis surtout le seul endroit où il y avait un peu de monde, parce qu'ailleurs, en dehors de cet hémicycle du Conseil régional, ces élections, c'était vraiment morne pleine, très peu de monde dans les bureaux de vote, quasiment personne dans les QG. Dès le départ, les colistiers et les militants de Marc Fesneau et d'Alexandre Nikolic n'avaient rien réservé, pas de bar, pas de local de campagne où se réunir ce soir, un peu comme s'ils avaient déjà anticipé leur défaite. Alors heureusement ici donc il y avait le conseil régional où il y avait surtout évidemment les partisans de François Bonneau qui sont venus faire un petit peu la fête, mais on peut dire que la bamboche s'est terminée assez rapidement parce que le Covid pèse encore sur l'ambiance de ces élections. D'habitude quand on termine les élections régionales, tout le monde se rassemble autour d'un buffet, que ce soit les vainqueurs ou les perdants, que ce soit dans les locaux militants ou que ce soit ici à la région. En ce moment tout ça n'est pas possible, donc on n'a pas pu vraiment clôturer cette séquence comme ça, et chacun est reparti chez soi dans l'indifférence un peu générale, un peu à l'image de la façon dont la plupart des gens ont vécu cette campagne régionale, pas comme les autres.
Effectivement, la bamboche se termine assez rapidement en ces temps de Covid, comme dirait un célèbre préfet du Loiret. Merci beaucoup, Xavier Nézet, en direct de l'hôtel de région. On va peut-être regarder justement, revoir les résultats de la soirée, les résultats pour le scrutin régional. François Bonneau, qui, je vous le rappelle, arrive en tête de ces élections régionales avec 38,6% des voix, avec sa liste d'alliance à gauche, Parti socialiste allié avec les Verts et les Insoumis notamment, Nicolas Forissier pour les Républicains et l'UDI 22,9. Voilà, les scores se précisent. Alexander Nikolic pour le Rassemblement national est à 22,4. Marc Fesneau est 4e, 16,2%. Quid de la suite, Pierre? Remaniement ministériel indispensable dans les semaines à venir, dans les jours qui viennent? Alors, Caroline Janvier en sait sûrement plus que moi. Je vais poser la question. Non, mais c'est votre avis qu'on vous demande. Oui. Non, il a été question d'un remaniement plus technique que véritablement politique. Il est délicat, je pense, pour le président de la République, à ce moment du quinquennat, de changer à nouveau de Premier ministre, par exemple. Il a déjà dit aussi que les ministres qui ont eu le courage de se présenter dans des circonstances difficiles, comme Marc Fesneau, par exemple, dans la région, ne seraient pas sanctionnés. Donc, au contraire, si l'on en croit certaines rumeurs, c'est plutôt les ministres qui n'ont pas eu le courage d'y aller qui seraient éventuellement sanctionnés. On parle par exemple, ou des ministres qui ont pu avoir des soucis dans la gestion de leur ministère. Vous savez que je suis universitaire et Madame Vidal a eu quelques problèmes dans la gestion de la crise sanitaire et étudiante, même si le Vidal est un très bon dictionnaire médical. Caroline Janvier. Un remaniement ou pas? Vous en avez entendu parler là? S'il y a un remaniement, je partage votre analyse, il sera plutôt marginal et il ne concernera pas les ministres qui effectivement ont été au front malgré une faible implantation, malgré des sondages qui étaient qui ne nous étaient pas favorables. Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui prends la décision. Donc nous verrons assez rapidement, à mon avis. Vous êtes une des rares représentantes de La République En Marche, arrêtez-moi si je fais erreur, dans la région à n'avoir été candidat sur aucune liste, ni au régional, ni au départemental. Pour quelle raison? Eh bien parce que j'essaie déjà de mener à bien mon mandat de parlementaire. Ça faisait partie aussi des engagements que nous avions pris que de limiter en tout cas le cumul des mandats. Et je suis déjà très occupée avec les sujets que je porte. Caroline dit, une autre Caroline à côté, qui a des résultats à nous donner. Oui, des résultats et un correctif de la part de la préfecture d'Indre-et-Loire pour ce qui concerne le canton de Ballan-Miré. On l'avait annoncé perdant, puisque nous suivons. Il est important de le dire, les chiffres. C'est la préfecture qui s'est trompée, rassurez-nous, Caroline. La préfecture d'Indre-et-Loire, ce n'est pas vous, Benoît. Wilfried Schwartz, le maire de La Riche et le fraîchement président démissionnaire de la métropole de Tours, et son binôme Solène Marchand arrivent en tête, sont donc élus avec 54,9%. Ils étaient face au binôme Sébastien Clément-Marie Pénoche qui récolte 45,1%. On va partir dans le Loiret à présent, sur le canton d'Orléans 1, où là, les sortants Jean-Pierre Gabel, Nadia Labadi, sont réélus à 52,2%. Ils étaient face à la liste de Claire Fradot et de Mathieu Legrand qui récoltent 47,8%. On va aller maintenant dans le canton d'Orléans 2, toujours dans le Loiret, où, vous le voyez, c'est Hugues Rimbourg et Christine Tellier qui l'emportent de justesse à 50,1% face au binôme Jean-Paul Imbaud et Nathalie Carrien qui, eux, récoltent 49,9%. C'était vraiment dans un mouchoir de poche. Et puis, dans le canton d'Orléans 3, toujours dans le Loiret, c'est le binôme Mathieu Gallois et Dominique Tripet pour le PCF qui l'emporte aussi de justesse à 50,8%. Ils étaient face au binôme Béatrice Baruel-Alain Touchard pour les Républicains qui récoltent quant à eux 49,2%. Et vous n'avez pas de résultat, Caroline, de Tours. Là, on attend Tours, les 4 cantons qui pourraient basculer. Non, effectivement, ce sont des résultats que nous observons au plus près, mais pour l'instant, la préfecture d'Indre-et-Loire ne nous l'a toujours pas transmis, donc je reviendrai vers vous. Un résultat quand même, Orléans 4, Olivier Geoffroy et Florence Carré ont été battus par Baptiste Chapuis et Karine Haribey. Oui, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, effectivement. Plusieurs adjoints à la mairie d'Orléans battus, effectivement. Il y a une poussée de la gauche
les écologistes et le Parti socialiste, et même le Parti communiste dans un canton, à Orléans même, et plus globalement dans la métropole. Hein. Rappelons tout de même que pour Orléans 2, qu'on a vu tout à l'heure, c'est un canton qui auparavant était tenu par Michel Brard, hein, donc qui était un canton socialiste, mais qui avait basculé la fois dernière au profit de Nathalie Carrien et de Jean-Paul Imbaud. Et on risque de retrouver la même possibilité à Tours. Les 4 cantons, il y en avait 2 ou 3 qui pouvaient largement passer à gauche, Europe Écologie Les Verts, PS, la France Insoumise, soutenu par Emmanuel Denis, le maire. Tout à fait. Ce qui confirme ce qu'on voit effectivement on a beaucoup insisté sur le contraste entre les 6 départements qui restent tenus effectivement dans notre région par la droite, alors que la région reste durablement depuis 1998 à gauche. C'est le contraste entre le vote rural, effectivement, qu'on retrouve majoritairement dans les conseils départementaux, et donc qui est plutôt pour la droite, hein, effectivement, le centre et la droite, et au contraire les 2 métropoles qui votent massivement pour la gauche. Sur Tours 1, a priori, Cécile Chevillard et Brice Droineau seraient en tête face aux candidats de la gauche plurielle, selon mes informations. Quel regard portez-vous, Caroline Janvier, Alexandre Avril, sur la réélection de la liste de François Bonneau? On l'a dit, une liste qui rassemble très largement à gauche, avec la polémique que ça a pu susciter avec dans l'entre-deux-tours, avec les Insoumis, les Verts. Quelle politique demain pour cette nouvelle majorité, Caroline Janvier? Écoutez, j'espère qu'ils ne passeront pas trop d'énergie à ménager les équilibres et les uns et les autres, parce qu'on sait combien ça peut être compliqué de faire fonctionner une majorité aussi composite. Donc j'espère, je leur souhaite évidemment de porter des projets intéressants pour la région, et effectivement que ce caractère composite ne génère pas de l'inertie, parce qu'on sait que c'est ce qui malheureusement se produit parfois. Il va se poser des questions très concrètement, par exemple, sur les aéroports. Ouais. L'aéroport de Tours en particulier. Oui. Alexandre Avril. Oui, clairement, moi je crois que le vrai vainqueur de ce soir, c'est Charles Fournier, en vérité, qui va trouver là matière à développer son influence au sein de la majorité plurielle de François Bonneau. On a vu sur le dernier mandat et dans les derniers mois en fait, du mandat à quel point il avait pris de l'importance et du poids dans cette majorité, alors qu'il ne représentait au départ que 5% à la dernière élection. Là, il arrive avec la dissidence écologiste à près de 15%, donc il est en mesure d'exiger de François Bonneau un très grand nombre de concessions sur son programme. Vous parliez des aéroports, moi je pourrais aussi citer le conditionnement à des critères écologiques des aides au développement économique pour les entreprises, qui va être un vrai sujet. Les agriculteurs que nous avons soutenus, portés avec Nicolas Forissier, qui nous ont dit au quotidien leur inquiétude de voir repasser cet attelage rose, rouge, vert, qui va les mettre dans la plus grande difficulté, puisque la PAC est aujourd'hui gérée par la région, et demain, on ne sait pas ce que la majorité de François Bonneau et de Charles Fournier va imposer sur ces thématiques-là. Est-ce qu'on peut imaginer que François Bonneau ait été élu grâce à la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts, mais que finalement, il fasse passer des dossiers avec l'appui de La République En Marche? Ah, c'est possible. L'avenir nous dira comment Marc Fesneau et son groupe se positionnent vis-à-vis de la nouvelle majorité. En tout cas, le groupe qui sera conduit par Nicolas Forissier sera un groupe d'opposition droite, loyale, claire, de manière à s'opposer à toutes les dérives extrême-gauchistes qui pourront arriver. Vous êtes pour un rapprochement avec La République En Marche au sein de l'hémicycle? Moi, je suis pour une opposition très nette, très claire, à la politique de François Bonneau et de Charles Fournier, comme nous l'avons exprimé dans cette campagne, avec une liste et un projet qui étaient en claire opposition. Vous parliez des aéroports. Nous avons, avec Nicolas Forissier, porté des sujets sur notre stratégie aéroportuaire pour la région centre, qui sont en totale contradiction avec les vues de Charles Fournier. C'est là-dessus que nous travaillerons pour contredire les arguments et les projets de cette nouvelle majorité. Il ne nous reste plus que 2 minutes avant de rendre l'antenne. Caroline, vous allez nous rappeler les résultats pour le scrutin régional dans chacun de nos 6 départements. Et oui, on va partir dans le Cher pour le scrutin des régionales, où c'est la liste de François Bonneau qui l'emporte à 39,9%, suivi de Nicolas Forissier à 24%. Pour le département de l'Indre, François Bonneau arrive également en tête à 36,5%, suivi par Nicolas Forissier à 33,6%. Dans le Loir-et-Cher, c'est toujours François Bonneau qui l'emporte avec 30
35,5%, suivi de la liste de Marc Fesneau à 22,9%. Et dans le Loiret, la liste de François Bonneau obtient 41,4%, suivi de la liste d'Alexander Nikolic à 23,3%. Enfin, en Eure-et-Loire, la liste de François Bonneau récolte 33,2% et celle d'Alexander Nikolic 26,7%. Merci beaucoup Caroline et je vous rappelle effectivement les scores, l'estimation d'Ipsos Sopra Steria, François Bonneau effectivement sur la région qui arrive à 38,6%. Vous voyez ce score qui s'affiche. Nicolas Forissier 22,9%, Alexander Nikolic 22,4%, Marc Fesneau 16,1%. On regrette de ne pas avoir les élections et les résultats sur Tours, mais il y a bien sûr notre site internet cvdl.france3.fr. Effectivement, au premier tour dimanche dernier, les résultats sur Tours étaient tombés très tard à 3h du matin. On suivra ça attentivement, en tout cas sur le site internet de la rédaction cvdl.france3.fr. Merci à vous d'avoir suivi ces élections sur France 3 Centre Val de Loire. Bonne soirée. Merci.